Recording is on. Voilà, merci, ça marche. Euh, Merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, alors je voudrais juste commencer en introduisant avec une mauvaise nouvelle, que Jean-Benoît est décédé. Jean-Benoît, qui est l'anthropologue de la santé avec qui j'avais travaillé dans les années 90, décédé lundi dernier, 94 ans. C'est ce que je suis en train de me dire. Il avait un âge vénérable. Voilà, ouais. Alors je sais qu'Étienne l'appréciait moyennement, mais je pense que là, ils vont se réconcilier. Et enfin, pour moi, c'était quelqu'un de très très important parce que c'est un peu lui qui avait réussi à me guider sur la compréhension de ce que j'avais vécu au Botswana dans la santé et qui me posait beaucoup de questions. Et voilà, donc la cérémonie est en ce moment même. Et j'ai dit que voilà, nous aussi associerons par la santé, par la pensée. Pensée. Par la pensée. Le Voilà. lapsus est pas La- mal. c'est- Et Alice était toujours avec lui? Bien sûr, oui, j'ai rencontré Alice par hasard au colloque Croix-Rouge justement la semaine dernière. On s'est retrouvés après 30 ans, on s'était pas vus. Mais à l'époque, Jean était encore vivant. 94 ans. Ouais, oui. Et, Oh, pardon. non, puis il a beaucoup travaillé sur la Réunion, il a beaucoup écrit et il a beaucoup contribué justement à ce que le domaine de la santé s'intéresse à l'application de l'anthropologie dans le quotidien. Il a fondé l'association Amades, Anthropologie médicale appliquée au développement de la santé. C'était la thèse. Voilà, ouais. C'est sa filiation. Et Marie-Laure Cadar, justement, était une des actrices de l'époque. Et Alice Desclos était aussi très, très, très important. Voilà. Parmi les actualités, peut-être. Donc, on attend le résultat des inscriptions pour la formation qu'on propose avec Nanterre. Je sais pas. Je sais pas. Là, j'ai pas de nouvelles. Isabelle Deschênes. Euh, La formation jusqu'à combien, à partir de combien d'inscrits? bah, Comme au cinéma, il en faut 5. Ouais. C'est, normalement, oui, ça va être 5 ou 6, quoi. Mais avec la baisse de frais que j'ai réussi à négocier, ça n'a pas été facile, mais je pense quand même on devrait arriver à avoir. Maintenant, si vous avez des gens qui peuvent être intéressés à s'inscrire, voilà. J'ai été sollicité il y a 15 jours pour une formation en vitesse sur exil, santé mentale et migration pour le ressources urbaines dans l'Essonne, Seine-et-Marne. Et puis, donc c'est Essonne, Seine-et-Marne en fait. C'est 3 sessions de 2 jours. Donc j'y suis allé là à Lieusaint avant-hier. Je suppose que vous connaissez le Carré Sénart. C'est un non-lieu absolument hideux, épouvantable, au milieu de nulle part. C'est, enfin, c'est incroyable. C'est au milieu des champs. Il y a, je sais pas, 200 hectares de parking, euh, un centre commercial, un centre commercial, et puis tout le monde est en voiture. Non, non, il n'y a plus de forêt, non, 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 il n'y a plus de forêt. Il y a des arbres alignés. Vous en démolissez la forêt. Ça va être C'est, triangulaire. voilà. Enfin bon, ceci étant, la formation est intéressante, les participants sont intéressants, c'est toujours le même type de travailleurs sociaux que la Crédit Solidarité ou ailleurs. Et puis, comme actualité, oui, Lyon. Donc, vous savez qu'au mois de juin, j'étais à Lyon, au mois de juillet, au Grand Métropole, le Grand Lyon, métropole du Grand Lyon, pour faire un séminaire, enfin, plutôt un colloque, parce qu'ils étaient quand même 200 ou 300 agents de la métropole sur la question d'interculturalité. Ça s'est très, très, très bien passé, d'autant. Maintenant, ils m'ont rappelé et il voulaient que je vienne le 11 décembre. Malheureusement, je suis pas disponible. Et l'année prochaine, je pense qu'on va pouvoir développer des choses dans la grande métropole de Lyon. C'est intéressant parce que c'est une structure politiquement bigarrée et que le côté aussi bien de droite que de gauche arrive à s'entendre sur la nécessité d'aborder le sujet. Ah, Donc voilà. ouais. Donc dans une région qui est quand même plutôt marquée à droite, c'était quand même intéressant et voilà. J'espère qu'on arrivera à développer des choses. Évidemment, je vous solliciterai si on a des formations qui se mettent en place, etc., dans la mesure de vos disponibilités. Pardon? Quelles étaient les
Bah, c'est toutes les personnes de l'ASE, de la PMI, qui sont gérées par les grands groupes. Alors, c'était plutôt santé, oui. En l'occurrence, c'était plutôt santé. Par hasard, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai rencontré une infirmière qui était au Pakistan avec moi dans les années 89. Et j'avais le film, et je vais te montrer le film que j'avais. Et c'est assez rigolo quand même. C'est assez rigolo. Voilà. Voilà, moi, les informations. Bah, c'est le hasard, hein. C'est le hasard parce que j'ai été interviewé. C'est en fait le site internet qui avait identifié une journaliste avec qui on avait passé commande pour la revue interne du Grand Lyon, destinée au personnel, sur les questions d'interculturalité il y a 2 ans. On m'avait interviewé, elle avait fait bien son boulot. J'avais relu et tout, et on avait vraiment bien. Et puis du coup, bah, l'article a séduit les directeurs et directrices. Voilà. Et donc, je pense que ça pourra faire des petits, mais on a besoin de jeunes, hein. On a besoin de jeunes. Ça, je laisse. Voilà, alors je vais laisser Jacqueline nous parler de son séjour à Dakar. Ah, week-end du 10 octobre. Donc, ça a été organisé suite à un don que j'ai fait à l'université à Alfort, l'Institut fondamental d'architecture. J'ai fait un documentaire de 800 lecteurs, de 800 ouvrages. Et au donc, courant, voilà, Oui, j'ai dit, oui, en elle m'a remerciement, envoyé un message. j'ai gardé en que j'avais direct avec c'est moi, je me souviens un jour, Stéphane m'a donc opéré. c'était très émouvant parce que Il avait l'âge. Je l'ai vu. évidemment matin J'avais vu Alice, en fait, j'ai su, parce qu'elle s'est vue maintenant. Là, en au vibrant, elle débarque, elle me dit ce que je c'est à peux faire. Saint-Louis que j'ai Donc, retrouvé j'étais là, donc elle en me dit, visio. Malheureusement, je l'ai pas vue, elle ne marchait pas, mais je trouvais ça extraordinaire parce que bon, c'était très émouvant. Et puis après, bon, moi j'ai fait un petit speech. Je me suis montré un peu tout le travail d'Étienne sur Dakar, parce que ça, il a quand même été sur une trentaine d'années. Il a été, il faisait des missions vers moi, il a fait quand même beaucoup de missions. Et donc, et le Sénégal était vraiment son ville de cœur et d'adoption. Il y avait un de ces étudiants qui habitait le Zaïre et qui voulait le fonds documentaire. Mais je lui dis non, mais c'est pas là où il faut que tu sois. Donc après, on a été visiter, on était ensemble à la bibliothèque, donc une documentaliste qui a fait un travail formidable où elle a tout bien relevé. Et l'après-midi, c'était un colloque qui était une table ronde sur les problèmes fonciers en Afrique, parce que c'est la thématique que- qu'avait beaucoup développé Étienne et sur lesquelles il a beaucoup travaillé. Donc c'était vraiment une journée. Après, il y a même eu un moment de recueillement, une minute de silence en l'honneur d'Étienne. Alors je t'assure que ça me prend un peu les tripettes. Et, bon, enfin bref, j'ai été avec mon fils et ma fille. Donc ils ont beaucoup apprécié et la famille de roi soit déplacée à faire son funérail. Ils ont fait le logement. On était logés à Luxembourg et le lendemain avec Hydra. Donc Hydra, chez Ndiaye, a servi de go-between entre Lifton et moi en m'aidant pour les transports des minutes et tout, enfin, pour mettre du son en place. Donc il a eu un rôle très important et en même temps il a présenté un de ses ouvrages, c'est l'ouvrage sur le foncier. Donc c'était une journée, le lendemain nous sommes allés à l'île de Forêt où on a revu cette île, moi que je connaissais, mais c'est l'île aux esclaves, donc qui est malheureusement très délabrée maintenant, mais c'est pas, et puis on n'a pas tiré pour le lendemain, donc c'était un séjour mais très intense, avec une chaleur humaine formidable, donc un accueil, Teranga, ça s'appelle en Wolof. hein, Teranga, l'accueil. à l'accueil, merci. L'accueil en Wolof, Je sais c'est bien, tu mets un petit peu de, Bah oui, puisque Ibra n'étant pas là, ah oui, elle ne va pas venir, bah alors, non, j'ai l'impression. non. Oui, samedi, je crois que c'est dur. Il n'est pas tout prêt, donc voilà. Donc c'était, enfin, bon, voilà. Il y a plein d'émotions, bien très riche parce que, et surtout ce qui m'a touché, c'est
c'est cette transmission d'Étienne, en fait, son travail, tu vois, il est pas mort du tout, au contraire. Il a beaucoup d'étudiants qui travaillent sur cette problématique de foncier, sur la problématique de médiation aussi, qu'il a développée. Et donc, il avait mis un circuit, je crois que c'est dans le groupe c'est comme ça. Il avait mis un circuit d'autres étudiants, il avait mis, enfin, je sais pas si on peut voir, mais bon, c'était assez, Merci beaucoup. Merci, voilà. Jacqueline. En fait, peut-être qu'il a eu le sentiment d'avoir Oui, exactement. d'avoir Si ce tu de veux. bas. Voilà, parce qu'il y avait C'est pas évident de. c'est un projet que j'ai eu déjà depuis sur cette chaîne depuis au moins 3 ans. C'est parce que j'ai évidemment tous les ouvrages. Bien sûr, pas de bibliothécaire parce que c'est son diplôme, mais oui, même avec les titres, les autres dates et tout. Et bon, et c'est vrai que j'ai fait autant, si tu veux, j'avais l'impression de fermer une boucle d'abord vers le Sénégal parce que tiens, on avait pensé y aller tous les deux, mais bon, c'est pas possible. Et en même temps, d'ouvrir autre chose parce que il y a cette transmission. Parce que l'IMRA a fondé avec un professeur d'histoire, un laboratoire un peu dans le modèle du laboratoire d'anthropologie juridique qui s'appelle Énergie, Mines et Frontières. Donc, il va y aller. Maintenant, il va être chercheur associé à l'IMRA. Donc, il y a tout un relais qui s'opère et ça peut faire. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que donc parmi les actualités, donc bonjour Marie-Laure. Alors, Donc Marie-Laure qui est une collègue justement du DEA de Jean-Benoît. On s'est connus là-bas à Aix-en-Provence. Voilà, pays, donc voilà. Est-ce que quelqu'un veut donner des nouvelles, des informations, partager? Moi, je disais juste que je partirai de Londres assez vite parce que il y a Anne Lovell, que certains connaissent, Oui. qui est une anthropologue qui a beaucoup travaillé sur la santé, sur New York, sur les personnes à la rue en New York, qui a travaillé aussi sur le Katrina, la tempête Katrina, à la Nouvelle-Orléans, pour montrer que, enfin, d'un point de vue anthropologique, qu'il est à Sorbonne pour présenter un livre qui ressort, qui s'appelle Anthropologie du désastre. Il y a tout un colloque. De santé très fragile actuellement, je lui ai promis que j'ai aussi. Et je vous conseille ses ouvrages, ses écrits sont passionnants. Très engagés, très passionnants. C'est comment? Anne Lovell. Lovell. Voilà. Elle inclut notamment alors des articles avec Jean-Denis Castel. Je pense qu'elle a écrit les médiums de Robert Castel, des livres excellents sur le risque vraiment, je vous conseille de retrouver parce qu'ils sont tout à fait d'actualité. Merci beaucoup. Et puis, on va donner la parole à Camille. Hein, oui. Sur les groupes d'analyse de pratique en interculturalité. Ça. Des analyses de pratique un peu. Voilà, je vais vous présenter le contexte de naissance des groupes d'analyse de pratique tels que je les mets en place, notamment à la PJJ depuis maintenant bien 5 ans, je dirais. Et la manière dont ces groupes ont évolué, et dont la manière de travailler dans le cadre d'analyse de pratique avec les équipes a pu évoluer, se transformer, et les questions que ça continue à poser aujourd'hui. Les premières demandes, donc à l'époque, je travaillais encore pour l'association Ethnoa, et c'était dans le cadre des formations qu'on animait. Donc, on accompagnait pas mal d'équipes d'éduc, d'équipes beaucoup dans le champ du social, dans le champ de l'éducation aussi. Le constat finalement revenait assez régulièrement que les formations étaient un format qui favorise un effet émerveillement au départ, l'effet waouh, parce que l'anthropologie est pas connue, parce que et du coup il y a une pleine fascination. Et quand 2 jours de formation, ça c'est même une demi-journée, on présente quelque chose et que les gens sont fascinés,
Mais il y a la vie qui reprend après, il y a la réalité du terrain qui reprend derrière, et que finalement, ça se dépasse dans le temps. Voilà, ces problématiques-là, nous guident, et c'est quelque chose de tout à fait normal. Enfin, je pense qu'on a tous vécu, on fait une formation, c'est passionnant, et puis après, sur cette année, on va oublier la moitié, voire tout ce qu'on a appris au bout de 3 mois. Mais que là, confronté, vu qu'on est vraiment dans le réel du terrain, que l'idée c'est professionnel, ça a généré quand même une frustration certaine, et le besoin du coup finalement a été pensé de mettre en place un temps sur le long. Comment on peut faire pour que ces formations ne soient pas du one shot, mais qu'on ait vraiment un espace où sur le long on accompagne, parce que c'est accompagner les équipes aussi dans une certaine position de décentrement, et c'est pas en une journée ou 2 journées de formation que des professionnels arrivent à avoir cette posture de réflexion sur eux-mêmes, sur leur représentation, les stéréotypes qui les agitent, et les mécanismes aussi de transfert et de contre-transfert qui se jouent. Ça demande du temps. Et finalement, c'est poser la question du format le plus adapté, et que cet espace d'analyse de pratique nous semble intéressant à investir, tout en ayant en tête que c'est un champ qui est très investi du côté clinicien, comme une supervision, et de se dire, mais qu'est-ce que nous on fait de cet espace-là? Avec pour le coup, des travaux qui existaient déjà en termes d'analyse de pratique, et notamment ceux de Marguerite Cohen-Emerick, qui a mis en place une grille, un peu une grille d'analyse des pratiques dans les situations interculturelles, qui est très riche et très intéressante à mettre en place. Et là, on était notamment 2 collègues à l'époque à s'en occuper. Donc Audrey, ma collègue, qui travaillait notamment beaucoup avec des crèches, euh, voilà, la question des familles, de la parentalité, de la parenté. Et moi, de l'autre côté, qui était mobilisée auprès de la PJJ. Et en fait, on avait là 2 terrains très différents. C'est pas du tout la même façon de travailler. Autant c'est avec la grille d'analyse vraiment assez classique de l'interculturalité, où du coup, il y a vraiment des séquences où on va travailler sur aussi faire émerger ses propres représentations, ses stéréotypes, et puis voilà, réfléchir à des manières de mettre en place une médiation autour d'un choc culturel, autant dans le cadre des accompagnements d'Audrey en crèche, ça prenait toute sa place et ça avait une certaine pertinence. Autant pour moi, je me trouvais à la PJJ face à des équipes qui n'étaient pas confrontées à ça. On était sur d'autres problématiques. Finalement, la part des parents migrants ou primo-arrivants ou inscrits dans ces problématiques, où du coup le choc culturel venait prendre une place, c'était pas tant le sujet. Oui, il y a les questions de pratiques éducatives et toutes ces questions-là, mais qui prenaient pas toute la place, avec d'autant plus que bonjour. L'une des particularités, c'est que quand j'ai été mobilisée par la BJJ pour travailler, c'était pour travailler spécifiquement. En fait, je vais peut-être arriver, ouais, Voilà. tout à fait. D'accord. On fait une petite Approche, pause. voilà. Donc, Voilà. bienvenue Ibra. Oui. Avec plaisir. John Gadef. Donc Ibra est, voilà, intermédiateur culturel, un grand ami de regard, puisque Oui. il a participé à sa fondation. Ah oui. Donc, moi, je suis honorée de vous rencontrer. Jamais honte, mais je serai dans le même lieu. Alors, j'entends. En ce moment, c'est Jacqueline qui nous tire, donc. En tout cas, merci beaucoup de t'être libéré. Pardon? Merci beaucoup de t'être libéré ce matin. Pour 1 heure, je suis en train. Et donc Camille, qui nous parle de son expérience des groupes de parole en interculturalité à la PJJ. Analyse pratique. Analyse pratique, pardon. Oui, du coup, je disais que
j'ai été sollicitée par la PJJ à cette époque-là pour intervenir spécifiquement autour des questions de radicalisation violente des mineurs. Ah oui, on a dit que ça. Voilà, c'était la radicalisation violente des mineurs. Donc, les espaces d'analyse de pratique que j'ouvrais devaient se concentrer sur donc les situations, alors on dit de mineurs euh, qui alors il y a plusieurs cas de figure, des mineurs qui sont poursuivis pour association de malfaiteurs en vue de commission d'actes terroristes, ce qu'on appelle AMT, et les mineurs qui sont poursuivis pour apologie du terrorisme. Voilà, c'est les deux grandes catégories. Et pour travailler aussi les situations, alors c'est encore plus complexe, de mineurs de retour de zone irako-syrienne. Le retour de? Les mineurs de retour de zone irako-syrienne. Donc vraiment ceux qui rentrent avec leur mère. Alors les premiers sont rentrés seuls et puis très vite, voilà. Ceux qui rentraient avec leur mère et qui se retrouvent donc voilà, qui ont vécu dans les camps avec leur mère dans des conditions qu'on découvre d'ailleurs aussi. C'est très particulier, hein. Il faut le temps de la parole des enfants et le temps. Donc voilà, tout met du temps à se découvrir. Mais voilà, c'est aussi des enfants qui arrivent et sur le tarmac de l'aéroport sont séparés. Voilà, la mère part en détention et les enfants puis partent avec l'ASE. Et voilà, donc il y a une violence de l'arrachement terrible et un contexte de travail PJJ ASE, donc enfin, je reviendrai là-dessus, mais qui va mobiliser beaucoup de réflexion. Donc moi, je suis dans ce cadre très spécifique et du coup, j'ai effectivement pas du tout les mêmes situations, pas du tout les mêmes problématiques que ma collègue Audrey. Parce que moi, je suis pas confrontée aux mêmes thèmes, je suis pas confrontée aux mêmes enjeux et que cette grille d'analyse, j'arrive pas à l'utiliser en fait. J'arrive pas à m'en saisir comme telle. Parce qu'en fait, cette grille d'analyse, elle est construite sur des situations d'accueil de migrants et de primo-arrivants. Euh, et elle ne correspond pas du tout en fait à ce qu'on me demande de faire. Et c'est là que moi je trouve ça intéressant parce que là, ce qu'on me demande et ce que je fais, c'est d'utiliser l'anthropologie, mais dans justement quelque chose qui est très peu exotique. Et là, j'adore. Et là, je me dis, mais voilà, c'est exactement ce que je veux faire. Et du coup, d'utiliser l'anthropologie pour travailler sur finalement ce que notre société fabrique, mais vraiment la nôtre, quoi. Bien à nous, enfin, celle dans laquelle on baigne, et ce qu'elle fabrique en termes de violence extrême, en termes justement de radicalité, de passage à l'acte. Et donc, je me détache de cette grille en écoutant en réalité les professionnels et que ça, conjointement avec Audrey, émerge aussi une réalité, c'est que justement, à la différence peut-être des analyses de pratique traditionnelles, où on est là pour écouter les équipes et accompagner les équipes dans l'étayage d'une réflexion sur leur posture. Nous, justement, en tant qu'anthropologue, parce qu'on est sollicité en tant qu'anthropologue, on ne peut pas rester dans cette posture-là. Euh, Parce que si on est sollicité, c'est bien parce qu'il y a un regard de l'anthropologie, une certaine manière de questionner et de comprendre un certain mécanisme euh, qui nécessite une formation et que les professionnels n'ont pas et peuvent pas avoir accès comme ça. Donc, il y a un besoin d'apport théorique. Donc, il y a besoin d'un espace dans lequel les professionnels bénéficient d'un apport théorique qui va leur permettre de réfléchir aux questions et à ce que ça leur renvoie. Qui a aussi un espace où, de temps en temps, avec Audrey, on se questionne si on est là, mais on est beaucoup dans les affects aussi des professionnels. La manière dont ils sont affectés et on se demande, bah, est-ce que là c'est notre place aussi parce qu'on n'est pas clinicienne, est-ce que c'est pas un espace de supervision? Mais qu'en même temps, on se rend compte qu'on a aussi besoin de ça pour travailler. Pourquoi on a besoin de ça pour travailler? Parce que l'anthropologie travaille sur la manière d'être affecté. Que être affecté par le terrain, c'est aussi en comprendre des choses de ce terrain. Euh, Ça, moi, je le fais tous les jours et je me rends compte combien c'est utile. J'ai des situations PJJ où c'est parce que je travaille avec l'affect des professionnels et que je le recueille et que j'en fais quelque chose, qu'on se rend compte des mécanismes d'emprise de certains systèmes pervers.
On est face à des situations familiales qui fonctionnent sur un système vraiment très pervers, parfois incestueux, parfois incestuel, parfois avec une perversion vraiment voilà, j'ai le cas auquel je pense d'un père, voilà, qui je pense pourrait être tout à fait diagnostiqué. Alors, avec tout le fantasme qu'il y a autour du pervers narcissique. Et là, je pense qu'on est en train, voilà, dans une construction narcissique qui est très perverse et que la seule manière de comprendre ce qui se passait au sein de l'équipe, c'était justement de partir de la manière dont l'équipe était affectée et les positionnements et les clivages au sein de l'équipe et de mettre en évidence justement comment ça peut être structuré autour de la relation avec ce père, et que là, se poser aussi la question, mais est-ce que là, c'est pas plus un travail clinicien? Et les professionnels me renvoyaient que non, je fonctionnais pas comme une clinicienne parce que ce que j'amenais, c'était vraiment l'organisation, euh, l'organisation perverse et la manière dont ça fonctionnait en système, mais aussi au sein de notre société. Les mécanismes de silenciation et sur plusieurs niveaux. Comment on pouvait expliquer que les différentes administrations, institutions qui étaient confrontées à ces familles se retrouvaient prises dans le système et du coup qu'on avait de la silenciation au niveau de l'éducation nationale, au niveau de l'ASE, au niveau enfin, de tous les professionnels et que le constater ce qui s'agitait déjà au sein de l'équipe, ça permettait justement de le repenser et d'accompagner la professionnelle qui était la plus exposée finalement à distancer, à être mis en sécurité par ses collègues, à rétablir un cadre qui allait protéger l'instance, mais de le comprendre comme un phénomène social. Enfin, je m'en parlais vraiment comme un phénomène social, mais que je ne pouvais faire qu'à partir du moment où j'acceptais de travailler sur la manière dont les uns et les autres étaient affectés par cette situation. Donc il y a tous ces aspects-là qui faisaient que on était dans la construction d'un espace où parfois on dit on a du mal à le catégoriser parce que on n'est pas dans l'analyse de pratique classique, mais quand même temps dans l'anthropologie, c'est ça, hein, c'est être dans ce rapport à la frontière avec d'autres disciplines, dans l'apport des autres disciplines, euh, et que c'est ça que je trouve très intéressant. Et du coup, depuis 5 ans que je travaille avec la PJJ, avec différents services euh, d'Île-de-France, on a vraiment une structuration de l'espace qui amène énormément de théories. Donc, c'est des professionnels qui sont en fait formés à un regard anthropologique sur les situations auxquelles ils sont confrontés. Mais ça peut être, c'est-à-dire que je peux avoir des familles qui sont issues d'une histoire de migration. Mais j'ai aussi des familles, je donnais l'exemple tout à l'heure, mais qui s'inscrivent dans une histoire ouvrière française où on a un adolescent qui est dans un rapport à l'autre extrêmement violent, dans une incarnation d'une masculinité très violente, très dominatrice, qui installe un rapport à l'autre qui est constamment dans le clivage et dans la violence adressée. Euh, Et que pour comprendre ce phénomène, en fait, on se rend compte que d'où vient, qui sont les parents? Hein, les parents s'inscrivent dans l'histoire du nord de la France, des mines, et que le grand-père était mineur, qu'il a perdu son emploi, et que tout ça, il faut une connaissance. Il faut une connaissance sociologique, il faut une connaissance anthropologique pour accompagner les professionnels à dire bon. Ça veut dire qu'on est sur plusieurs générations d'un délitement du tissu social, d'un délitement des rôles des pères et des mères au sein d'un foyer, parce que dans un milieu ouvrier et surtout minier, et ça c'est des lectures justement d'anthropologues comme Pascal Jamoul qui a beaucoup travaillé là-dessus. Et c'est ce délitement par la perte de l'emploi, par la fermeture des structures qui faisaient non seulement le tissu économique, mais aussi le tissu social, parce que travailler dans les mines, c'était aussi se raccorder à un tissu social très solide. Euh, et que quand tout ça s'arrête, on a aussi une identité masculine qui s'effondre, parce que l'identité masculine, c'était une identité masculine qui se construisait sur le risque. On était un homme parce qu'on était un mineur, un ouvrier, et qu'on était confronté à la violence du travail et au risque au quotidien.
euh, et que c'est ce qui faisait aussi l'honneur masculin dans ces systèmes et la place de l'homme et la place de la femme qui s'est structurée autour de ça. Et quand tout ça, ça se délite, ben, on a des hommes qui perdent ce repère identitaire et qui se répercute sur les générations suivantes de jeunes hommes qui sont en recherche de modèles, de structures sur lesquelles construire leur identité d'homme, de père, de citoyen, qui je suis dans cette société. Et que pour comprendre aussi comment en fait ce jeune homme s'inscrit dans cette masculinité et cette violence, en fait il faut reprendre tout ça et reprendre aussi la part du stigmate, c'est-à-dire que justement quand on parle des affaires, j'ai une éducatrice qui parle de cette famille avec beaucoup de alors, qui utilise beaucoup d'humour, mais avec des blagues en disant bah, on est sur les voilà les comment il s'appelle ce film les boeufs qui d'un coup gagnent beaucoup d'argent, je sais pas comment, les tuches, voilà, Ah, les tuches. voilà. Bon, Ah, je c'est suis allée plus loin, moi. bah oui, mais bon, ça doit être un peu pareil. C'est vrai que j'ai pas cette culture, j'ai jamais vu ces films, mais voilà, elle dit on est vraiment dans ce monde-là, quoi. On ne sait pas trop si les parents ils sont un peu donnés ou si, enfin, ils sont très gentils, mais ils ne comprennent pas ce qui se passe. Puis on a vraiment la mère qui vient du Nord, et enfin, et du coup, ça devient, alors c'est de la blague, mais je dis, mais voilà, là, il y a quelque chose qui est intéressant parce que par l'humour, ce qui transparaît, c'est la représentation sociale qu'on a de ces personnes et qui fonctionne quand même comme une représentation assez dégradante. Et que là, on a un gamin, parce qu'on n'est plus du tout dans ce contexte-là, on est dans l'Île-de-France, on a un gamin qui a forcément conscience de ça. Il a forcément conscience du regard, du stigmate social qu'il porte à travers voilà, sa famille et que il en joue, c'est-à-dire qu'à la fois il y a certains moments où il va surjouer ce rôle un peu voilà du bof un peu il est gentil, un peu bené et parfois l'utiliser dans la violence, c'est-à-dire que vraiment ça devient le lieu qu'il va attaquer et que tout ça, ça peut se comprendre qu'avec cet éclairage. Donc je suis dans cette position où je suis obligée d'amener des éléments de réflexion pour outiller les professionnels, mais toujours en partant par contre de leur situation de terrain. C'est-à-dire que quand j'amène des éléments théoriques, c'est parce qu'il y a des situations et que on part des situations des professionnels pour ramener des éléments théoriques et les réfléchir au regard de ces situations. Jamais comme quelque chose qui arrive d'en haut et dont ils ne pourraient pas forcément se saisir. Et, euh, et, et voilà, donc se structure vraiment, vraiment ces temps-là où on est dans la recomposition d'espace, mais qui fonctionne très bien parce que ça fait quand même 5 ans que j'accompagne les équipes PGG, qu'elles y trouvent leur compte et que je constate au fil du temps qu'effectivement il y a elle s'empare, alors je dis elle parce que là, ça mériterait encore une fois toute une analyse, mais j'ai que des femmes là, qui viennent me faire la poste. J'ai très très peu d'hommes. Voilà. J'ai très peu d'hommes qui sont qui font le pas de passer. Mais et certains l'ont fait quand ils le font, ils sont assez secoués. Euh, voilà. Mais du coup, ça les intéresse. Mais on sent que c'est plus compliqué. Enfin, il y a quelque chose qui mérite vraiment d'être étudié là-dessus. Mais j'ai une équipe, vraiment, ça fait 5 ans que je l'accompagne et je dirais que ça fait 2 ans qu'en fait, elles ont chopé le truc. Et qu'on a vraiment des séances qui sont d'une richesse incroyable, euh, où elles ont ce mécanisme de réfléchir à la façon dont une situation les touche et à travailler sur leur représentation, leur mécanisme et d'aller chercher et poser les bonnes questions. Voilà, quel est le cadre familial, même sur plusieurs générations, dans quel contexte on se situe, de questionner la manière dont ça fonctionne au sein des différentes structures, et notamment sur les cas auxquels elles sont confrontées, les mineurs de retour de zone, où il y a cette spécificité que c'est un travail conjoint entre la PJJ et l'ASE. Et ces deux administrations ont des identités professionnelles très différentes. Ils ont beaucoup de mal à travailler ensemble. Et là, elles sont obligées de le faire, et obligées de le faire autour de l'image de l'enfant bombe à retardement. C'est, ça pourrait virer au chaos.
Mais ça tient sur un rythme, ça tient parce qu'on a des équipes qui veulent, et justement parce que les deux se retrouvent autour de la protection de l'enfance et de l'enjeu de protéger les enfants. Mais, mais du coup, il y a aussi cette dynamique de dire, en fait, cette réflexion sur les représentations, elle se joue aussi d'administration à administration. Qu'est-ce que nous, en tant qu'éduc PJJ, comment on a été éduqué comme éduc PJJ, en fait, formaté aussi. Qu'est-ce que c'est qu'un éduc PJJ? Identitairement, c'est très fort. Il y a une histoire particulière, une identité propre, auquel ils sont tous très attachés, et qui va viser énormément à protéger l'enfant aussi du stigmate. C'est-à-dire que ces petits enfants, ces enfants qui rentrent, et même des enfants qui sont étiquetés, radicalisés, les professionnels PJJ ont cette mission qu'ils se donnent aussi de protéger à tout prix l'enfant du stigmate de la radicalisation. Parfois, ça les met en difficulté par rapport à leur propre administration, parce qu'il y a la question du danger, de la sécurité, qui fait que voilà, il y a une suspicion, mais que eux sont pris dans ce conflit entre l'administration pour laquelle ils travaillent et l'enjeu de protéger l'enfant aussi de ce stigmate-là. Et qui se rejoue avec l'ASE, parce que l'ASE, c'est pour celles qui ne sont pas forcément formées à la problématique des retours de zone, à cette problématique de la violence radicale extrême, et on a de la peur aussi. Ces enfants génèrent de la peur, on ne sait pas comment faire. Il y a l'aspect de bombes à retardement, et qui joue énormément sur les pratiques et la manière dont une même situation va être lue différemment par les différents acteurs d'une même prise en charge. Ouais, excuse-moi. Au niveau de l'ASE, dans ton secteur, il n'y a pas du tout de groupe d'analyse de pratique de la sorte. Il n'y a pas d'ouverture à des professionnels de l'ASE du niveau. Alors, on aimerait bien. Ça, je sais que c'est quelque chose que la PJJ et notamment les coordinatrices qui organisent ces phases d'analyse de pratique, qui s'appellent les RLC, référentes laïcité citoyenneté, aimeraient bien justement que ces temps puissent se faire avec l'ASE. C'est plus compliqué, ce qui peut s'imaginer, et donc là, c'est des choses qu'on tente d'imaginer, c'est par contre de réunir, mais sur une situation de réunir l'équipe PJJ et l'équipe ASE et de les réunir sur un temps d'une demi-journée autour de la situation. C'est ce qui paraît le plus envisageable parce que c'est compliqué de libérer. Déjà, avec la PJJ, c'est compliqué d'arriver à avoir des professionnels qui puissent venir parce que c'est des professionnels de services différents sur sur une même séance. Et qui sont, enfin voilà, c'est des professionnels qui sont toujours pas rendus par nous, qui sont sur le terrain, qui sont en audience. En plus, avec le changement de la loi de la justice des mineurs, les audiences sont beaucoup plus fréquentes et donc il y a voilà, un rapport au temps qui est différent de celui de la zone. C'est plus compliqué. C'est possible dans ce cadre-là. Dans les Quelque synthèses, chose qu'on imagine, ce voilà, qu'ils dans appellent les, les oui. synthèses. Eh ben, c'est encore autre chose que les synthèses. Oui, Autant, bien sûr, voilà, mais, c'est mais mais dans les à cette synthèses, déjà, mais occasion-là, généralement, les synthèses, il n'y a pas justement de médiateur extérieur. Et du coup, c'est le lieu où il y a de la ça tension pourrait qui être apparaît, intéressant il y a que des, tu sois eh ben, invité aux ça synthèses. serait très intéressant. Parce Voilà, que c'est des c'est choses pas qui doivent impossible. encore là. Ça serait vraiment le super. Mm. Mais voilà, c'est des choses qui ne cessent de s'imaginer, de s'ajuster à, Et c'est beau que c'est référent laïcité et la citoyenneté. citoyenneté. Et voilà, et ce qui fait que d'ailleurs, dans ces espaces où je suis financée sur des budgets radicalisation, justement parce que j'ai une approche anthropologique, j'ai été très transparente avec la direction de la protection judiciaire de la jeunesse en leur disant, moi j'accepte d'investir ce champ, mais à la condition que dans cet espace-là, on ne parle pas que des situations qui relèvent de la radicalisation violente. Parce que justement, il y a un piège, je trouve, assez pernicieux à faire de ces situations des choses hors-sol et complètement déconnectées du reste du réel. Ça met les professionnels en difficulté, qui du coup comprennent plus comment ils doivent se saisir de ces situations à laquelle, voilà, ils ont les outils en fait, parce que c'est les mêmes outils qu'ils utilisent ailleurs. Donc et qu'en plus il y a des mécanismes communs avec d'autres situations et que c'est justement l'intérêt pour moi de cet espace, c'est de pouvoir les croiser et les mettre en regard. Donc c'est un espace dans lequel effectivement on peut se retrouver à aborder, là j'ai pu aborder des situations de prostitution mineure. Et en fait, ça vient toujours alimenter les unes et les autres s'alimentent et se nourrissent de cette réflexion. Ça rassure énormément les professionnels, ça permet de les réasseoir dans ce qu'ils savent faire.
et de les réoutiller, de les remettre en confiance dans des situations complexes qui relèvent de la radicalisation violente ou des mineurs en retour de zone. Euh, et où ces situations aussi en de retour de zone, elles sont d'autant plus compliquées que la médecine professionnelle face à, j'aurais envie de dire, un peu une nouveauté anthropologique. Parce que on a des familles qui se recomposent dans un imaginaire qui n'existe nulle part. Et qu'on a, alors ça, je me dis, ce serait génial qu'il y ait quelqu'un qui fasse un travail là-dessus, qu'on ait une thèse, qu'on ait mais euh, sur zone, donc sur zone de construction de l'État islamique avant que ces familles soient renvoyées dans des camps irako-syriens. On a toute une société qui est composée essentiellement de personnes en souffrance psychique monumentale. C'est-à-dire que qui est parti là-bas? Sont partis là-bas des hommes et des femmes, eux-mêmes issus de familles dysfonctionnelles au possible, avec de l'inceste, avec de l'épuration familiale sur plusieurs générations, avec du silence, avec de la violence physique, de la violence psychique, enfin, mais des situations. Les hommes et les femmes qui sont partis là-bas sont issus de contextes où et ils partent, euh, et ils arrivent et ils se retrouvent tous là-bas pour faire société. On voudrait faire une expérience sociale de comment fabriquer un totalitarisme complètement destructeur, on ne pouvait pas mieux faire. Et là-bas, ils font des familles. Et ces familles-là, ensuite, se retrouvent dans des camps. Les pères disparaissent, les pères meurent. Et des mères et des enfants se retrouvent dans des camps, dans des situations de précarité extrême, de violence qui se renouvellent entre femmes, entre enfants, avec, et qu'ensuite, ils rentrent. Et donc, et qu'il y a une façon de recomposer la famille qui n'existe nulle part ailleurs, une façon de se nommer tous frères, sœurs, et ensuite de se marier en s'étant appelés frères, sœurs, et de prendre des noms en se désignant aussi mère et père, voire même les mères et pères. Il y a voilà, plein de questionnements sur ce fait famille qui sont anthropologiquement très nouveaux et qui méritent d'être questionnés et auxquels les professionnels se retrouvent confrontés avant même que ça soit un espace de réflexion. Et donc, ils découvrent ça, et il faut qu'ils se dépatouillent avec tout ça. Quelle est la place de ces enfants? Comment ils pensent à la question de la fratrie dans ces espaces-là, des frères et des sœurs? Euh, Qu'est-ce que c'est que des frères et sœurs? Des liens de parenté qui sont pareils. On a des fratries avec des pères différents, des pères qui ont disparu, des fratries où il y a des mères et puis ils ont été élevés par d'autres mères, et puis il y a ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien, donc ils partent sur de l'accompagnement de famille, dont les structures familiales ne ressemblent à rien de ce qu'on a connu. Et qu'il y a tout à repenser, et que là, je pense que l'anthropologie, elle a une place. Pour moi, c'est un des éléments de réflexion que je trouve hyper important et sur lesquels je trouve cet espace est d'autant plus important pour accompagner les familles à penser ça. Parce que parce qu'ils sont pas outillés, en fait, personne ne l'est. Et donc, il y a besoin justement des sciences humaines, de l'anthropologie, de la psychologie, mais dans leur dynamisme et dans la compétence qu'ils ont pour étudier le nouveau, pour étudier ce qui émerge, ce qui se met en place, et sur lesquels on n'a pas de repères, voilà, sur lesquels se reposer. Et en plus, les enfants sont séparés des mères. Et les enfants sont séparés des mères. Donc, Ouais. c'est quand même, Après, avec des raisons, enfin, oui, bien voilà, sûr. où on a vraiment, et c'est pareil, ça c'est le temps de la parole de l'enfant aussi, c'est-à-dire que l'enfant qui arrive, il est dans le collège identitaire, le collège à sa mère. Donc, il faut des années pour que d'un coup la parole se libère et il puisse dire et nommer. Et la séparation des mères est aussi violente qu'elle soit, en fait, nécessaire. Parce qu'on est dans des contextes. J'imagine que les enfants ont un endoctrinement assez fort. Bah, c'est même pas tant l'endoctrinement qui va être, parce que ça, on constate qu'il y a, voilà, il y a une manière de penser, il y a aussi flexibilité de l'enfant. C'est-à-dire que la manière de penser, elle est très liée, en fait, à leur lien à la mère et au père. On va travailler ça en premier, et que c'est ça qui, petit à petit, parce qu'il y a une vraie flexibilité dès qu'on les met à l'école, en fait, ils sont très en demande.
du lien social, il y a un autre qui est en fraternité sociale, qui travaille avec les familles qui restent. Et donc la PJJ est là pour voilà, penser ce lien-là et voir comment ce lien peut se faire ou pas. Une famille nocive ou qui serait plutôt structurante. Mais du coup, ils sont très en demande de ça. Il y a cette flexibilité, cette perméabilité du cerveau de l'enfant qui fait que les adolescents, on a un grand niveau, mais en fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Mais la destruction est beaucoup plus psychique et de l'ordre du traumatisme terre de guerre et de violence intrafamiliale qu'elle n'est d'un endoctrinement idéologique. Il est comme après. Ouais. Sur cette question-là, je pense à tous les travaux de Madame David sur les séparations précoces avec les bébés. Ouais. Est-ce qu'au niveau de la PJJ, c'est pris en compte ou pas? Oui, il y a des, qualité. ouais. Ça fait vraiment partie des références à leur transmettre si elles ne l'ont pas. Alors, Parce que je sais que c'est toujours pas forcément intégré. ça dépend énormément des équipes et de la manière dont elles arrivent à elles garder un espace dans lequel elles continuent à se nourrir. Donc, généralement, les psys ont tendance à être porteurs de ça dans les structures parce que les psys ont aussi à la PJ un temps qui leur est dédié, qui est un temps de formation, un temps qui leur permet d'investir ces choses. Je pense que c'est passé un article Bien. exceptionnel Ouais. et toujours d'actualité Ouais. sur les séparations précoces. Je te le transmets. Et je veux le bien, transmets, ouais. au réseau. Hein. Ouais. Oui, oui, très bien, oui. C'est issu du bouquin. Ah oui. Ouais, je suis preneuse parce que tout ce qui peut aider à passer ça est plus que nécessaire et bienvenu. Ouais. Oui, c'est un thème qui est abordé globalement avec les familles d'accueil et le placement des enfants en dehors oui. C'est malheureusement un sujet qui est trop peu stressant, notamment au niveau de la j'ai fait beaucoup de formation pour les services de la MJ. Et ouais, vraiment, donc, il y a ce texte, je pense, vraiment beaucoup. Elle a travaillé de façon claire, dans un esprit simple, et il faut le transmettre. Ah oui. Donc, c'est vraiment, je pense, C'est que tu mentionnes les musiques, donc les MGE, et ça, c'est un outil d'appétit. Ça semble être un outil à préserver au maximum, on se préserver parce que c'est une perle. Et qui, dans les passages, notamment après avec l'administration pénitentiaire chez les adultes, et un peu, ouais. je sais pas si tout le monde connaît. Ouais, c'est des mesures d'investigation, c'est-à-dire que quand le juge va missionner la PJJ pour un mineur, un passage à l'acte de mineur, ou parce que dans la famille il y a une suspicion aussi, ou, le juge peut demander à ce que l'équipe PJJ fasse une mesure d'investigation. Et cette mesure d'investigation, elle est sociale, psy et éducative. Donc, on a tous les professionnels qui sont mobilisés, qui vont faire une enquête de 6 mois, parfois 6 mois renouvelables. Dans le cas de radicalisation violente, on est souvent sur les 6 mois renouvelables, donc ça peut aller jusqu'à 1 an d'enquête, où on va vraiment retracer toute l'histoire familiale. Mais même parfois jusqu'à loin. Donc, toute l'histoire quand c'est en contexte de migration en migration, enfin, sur plusieurs générations. Et du coup, on voit émerger justement ce qui est de l'ordre du transgénérationnel, ce qui s'est joué déjà chez les parents, transmis voilà, des grands-parents aux parents puis aux enfants. On voit aussi se dessiner parfois, et même assez souvent, des pathologies psychiatriques jamais diagnostiquées et qui se répercutent dans les familles. Et, euh, voilà, et ça, mais c'est un outil, mais c'est une perche. C'est une perche parce que ça permet un vrai travail, un bon travail de lien aussi entre les équipes et les familles. Et que c'est là, en fait, qu'on arrive à voilà, c'est une chose. Et je pense qu'un des éléments pour lesquels, chez les adultes, dans la prise en charge des adultes, les choses sont plus compliquées, c'est que justement, on n'a pas accès à ça. C'est-à-dire qu'on a accès au récit de la personne qui est accompagnée et qui est très limité parce que c'est déjà un adulte qui a construit ses défenses, qui a construit son propre personnel, ses propres structures et qui donne souvent pas accès et qui a pas moyen de croiser. Il n'y a pas moyen de croiser avec donc l'histoire, on est la clé par la personne et toutes les limites que ça induit, ce qui limite énormément le travail et l'accès à l'histoire.
alors que voilà, avec les enfants et les ados, et appelle ça la NGO, c'est vraiment un trésor, et c'est pas pour rien. Et du coup, dans les analyses de la pratique, on le revient souvent. Et j'ai beaucoup de situations qui sont amenées pendant les NGE, et où on pose justement les informations qu'on va aller chercher et comment on passe cette relation dans le cadre de la NGE. Et des informations qui sont cherchées dans tout l'entourage de l'enfant, pas strictement les parents. Non, pas strictement, parce que ça peut aller, les parents sont parents, les oncles, les tantes, l'école, les médecins, enfin, le champ est très large. On peut vraiment contacter toutes les personnes qu'ils peuvent trouver voilà, importantes à solliciter pour avoir un peu des échos et des éléments sur la pandémie. Mais voilà, c'est vraiment très, très, très important. Alors moi, les questions que j'ai posées, tu parles de leur affect. Ouais. Et ça me paraît très essentiel. C'est l'intervention que j'avais faite au MNA, au colloque il y a 10 jours. L'affect des éducateurs. Est-ce que les questions, alors plus spécifiquement d'interculturalité ou de décalage culturel, pour pas prendre l'exotisme, décalage a un impact que tu peux mesurer d'analyse de pratique sur les psychologies des éducateurs, Oui, des agents eux-mêmes? oui, Et parce comment que, est-ce que c'est ouais. pris en charge par l'encadrement? Alors, c'est pas pris en charge par encadrement. Mhm. Parce que, enfin, sauf quand justement on peut le nommer, c'est-à-dire qu'on peut nommer justement dans un cadre exotique. Enfin, quand on se, bah, voilà, on a une famille où on se rend bien compte qu'on est sur un choc culturel. L'exemple typique qui vient très souvent, c'est la question des violences éducatives avec une famille. Là, j'en ai une famille sénégalaise, la question des violences éducatives. Et là, il y a une catégorie qui préexiste dans l'imaginaire des professionnels qui permet de nommer. Euh, mais dès lors qu'on sort de ce cadre-là, il n'y a pas de catégorie en fait qui préexiste. C'est un sujet questionné, comme je le disais tout à l'heure, la question du milieu ouvrier versus le milieu banlieue parisienne. Euh, Ça n'existe pas ça. Et du coup, les professionnels n'ont pas ce mécanisme, ce réflexe de penser ce contexte-là, de penser le contexte social, le contexte du stigmate aussi social, le contexte des rapports de domination que ce que c'est que d'être une classe plutôt, bah, voilà, issue d'une catégorie plutôt favorisée, que quand on fait de l'humour sur une famille parce qu'elle est bof, c'est de l'humour, mais c'est de l'humour qui vient dire un truc, qui vient dire un truc d'un malaise de la relation parce que ces gens-là, voilà, c'est un peu, j'ai envie de, voilà, je les ressens un peu comme des bofs un peu benets et qu'en fait, je suis mal à l'aise avec le fait que j'estime qu'ils sont socialement, voilà, on n'est pas au même niveau. Et Et que comment est-ce ça, qu'ils le vivent, les alors, professionnels? Alors, ils le vivent ils ne conscientisent pas souvent. Justement, ça passe par l'humour, ça passe par du malaise. De se dire, bah, j'ai eu une situation comme ça qui était très très intéressante d'une éduque qui me dit sur une situation qu'elle amène. Justement, on n'était pas dans un cas de figure de radicalisation violente. Moi, j'ai une famille, je n'arrive pas. C'est physique. L'action est physique. Je supporte pas d'avoir affaire à eux. C'est un père seul avec ses enfants et qui vit avec son propre père. On a le grand-père paternel, le père et des filles. Et elle me dit, je vais chez eux et en fait, c'est physique. Ça me démange de partout, ça me grade. Je suis confrontée à eux et je leur pose ces questions et il se trouve que c'est une famille extrêmement défavorisée qui vit dans un quartier qui est vraiment identifié comme le quartier le plus pauvre et le plus abandonné de la Wisp. Et du coup, on est sur une famille très très précaire, très pauvre. Euh, le dossier de cette famille est comme ça. Il y a des suspicions au niveau d'atteintes sexuelles qui sont pas claires. Et en même temps, on a un grand-père qui a l'air qui est à la maison, qui regarde la télé toute la journée, qui visiblement a une des conduites, voilà, de regarder des trucs porno sont gênés voilà, contenu sexuel et de la présence de ces petites filles dans les lieux, mais qui travaille pas, qui travaille pas depuis très longtemps, qui a des problèmes de santé, qui donc dépeint tout ça. Le père qui met mal à l'aise. Elle est là, mais voilà, elle est pas très à l'aise avec lui. Et que quand elle y va, elle me dit, c'est horrible, hein, mais dans ma voiture, j'ai une bombe insecticide. Et je me bombarde. Je me bombarde de ce truc insecticide avant d'y aller, une sorte. Et ça me tape partout.
Et on creuse, et au bout d'un long moment, parce que je lui dis, bah voilà, enfin, c'est une réaction, je sais plus comment j'arrive à l'amener à dire ça, mais elle me dit, mais en fait, moi, je viens de ce quartier-là. Je viens de ce quartier-là. Ma maison, j'ai grandi dans une maison qui est à quelques maisons de cette maison. Donc, en fait, cette famille, je l'identifie. Et je supporte pas parce que j'ai grandi dans ce monde-là, mais je ne suis pas comme eux. Et du coup, là, se manifestait une manière très physique de venir positionner la séparation et cette peur très anthropologique de la contagion. On vient du même milieu. Et ce que je dis, mais c'est insectes, elle me dit, mais c'est les poux, c'est les parasites, et qu'est-ce que représente symboliquement justement les poux et les parasites? Ben, justement, le côté parasitaire. C'est que ça vient et c'est dans le corps que ça vient agir et qu'on n'a rien demandé et que c'est là et ça nous envahit. Et qu'il y avait du coup une mise en séparation par le corps de la alors, je pense que là, il y avait vraiment quelque chose, mais parce qu'elle me disait, on n'est vraiment pas, enfin, il y a une proximité sociologique, mais là, on est dans eux incarnent la transgression, parce qu'il y a des problèmes d'attente sexuelle, parce qu'il y a des trucs, en fait, c'est ça. Ils incarnent la transgression, et elle dit, moi, j'ai grandi avec des normes et des valeurs, et quel que soit le milieu de je venais, de cette proximité, justement, sociologique, ça, c'est pas possible. Et en fait, c'était ça. Et c'est de là la peur, c'est ce côté de contagion. Là, on a dans la transgression très pure et qui se manifestait dans le corps. Non, je peux pas être confrontée à eux parce qu'il y a une trop grosse proximité sociologique, mais une transgression des valeurs et des normes. Et voilà. Et c'est là que ça, effectivement, repenser le cadre, repenser le milieu, le besoin de séparation, mais ça se manifestait, ça ne pouvait pas être pensé se manifester. Et ça se manifestait à travers le corps d'une manière très forte. Très forte. Et elle l'avait pas dit spontanément. Non. Il fallait que ça se mette longtemps à Ouais. sortir parce que c'est une telle évidence. Ouais, mais justement, Oui, mais parce De que c'est dire, si évident, c'est voilà. dur, c'est mon ancien quartier. Et en fait, J'ai non, du mal. c'est Mais ça se justement, fait pas le non. conscientiser. Et ça arrive très souvent. Ouais. Mais aussi parce que les professionnels PJJ sont aussi euh, formatés dans un rapport, dans une question de neutralité. Mhm. Ah oui, absolument. Ils sont obligés Et de garder que cette du coup, voilà, apparence. et ça vraiment, il l'intègre très, Mhm. très profondément. Donc ça ne peut pas entrer en jeu. Puisque je suis neutre, ça ne peut pas entrer en jeu. Ils arrivent vraiment à C'est le la faire. négation de sa Oui, personnalité. exactement. Ils arrivent vraiment à Mmh. ce niveau de négation d'eux-mêmes, sauf que du coup, ça transparaît ailleurs. Donc il y a un petit mécanisme aussi dans les analyses de la pratique qui les amène à conscientiser ce qui se manifeste, ce qui ne veut non. D'où ma question sur l'encadrement. Voilà. Parce que qu'est-ce qu'ils en pensent, l'encadrement? Ah bah, l'encadrement, il n'y arrive pas à penser non tout ça. Enfin, ça, Elle part sur des références culturelles, cette neutralité. C'est pour ça Oui, on regarde d'autres oui, anthropologues. absolument, Voilà. absolument. Oui. Et cette tension justement entre les affects du corps professionnel et les règles, auxquelles on les a, ça doit être des fois très, très cornélien. Ah ouais, ça les met, il y a ils ont des conflits moraux, Ils doivent avoir des conflits conflits moraux. avec l'institution, même, parce que certains doivent être traités peut-être pas ils traitent, mais pas de façon, ou alors Eh ben, peut-être vis-à-vis des mesures éducatives où certains aspects plus laxistes, peut-être parce qu'ils ont un affect, mais on les ouais. considérait comme quelqu'un qui n'applique pas la règle, donc ça fait, Et justement, est-ce que ces oui, conflits de loyauté oui, sont pris en charge? ouais. Alors, ils sont difficilement pris en charge parce qu'ils demandent à ce que justement ils se révèlent. Et en fait, ils s'agissent plus enfin, ils se mettent en action ces conflits dans du passage à l'acte, plus qu'ils ne se nomment. Tant que c'est pas nommé, ça n'existe pas et donc ça ne peut pas être travaillé. Et c'est pour ça qu'ils ont aussi l'obligation d'avoir des espaces de supervision ou d'analyse de pratique pour pouvoir justement identifier ces mécanismes parce que ces conflits internes sont présents et ils le sont souvent. Et ils le sont souvent aussi sur la question du religieux. On demande à des professionnels d'être neutres religieusement, c'est impossible. Ils ne le sont pas et parfois ça peut aussi créer des ambivalences et des injonctions contradictoires où il est arrivé. Alors maintenant, ça le fait moins parce que justement, il y a eu des espaces dans lesquels ça a pu être travaillé et que maintenant, c'est travaillé en amont, en formation. Mais où il y a eu toute une génération, on a pu demander à des éducs qui étaient identifiés et assignés comme maghrébins et musulmans d'être positionnés dans des publics
justement, où on sentait que la question de l'islam intégriste serait en question. Parce qu'ils étaient mis en position non plus d'éduc, mais de médiateur présumé, parce qu'ils parlaient arabe, parce que on présumait qu'ils portaient la même religion, mais du coup, ça mettait l'éducateur en grande difficulté, parce que d'un coup, sa religion, et qui était un truc qu'il devait taire, là devenait un truc qui, de façon non dite, était un outil Un outil. de la médiation. Mmh. Ça, c'est beaucoup moins le cas parce que justement, en fait, ça a généré tellement de souffrance mais il faut que ça génère de la souffrance qui finisse par être nommée pour que l'administration puisse le gérer. Et ça demande un temps. Moi, c'est ce que j'appelle l'interculturel empirique, Ouais. qui est mis en œuvre de façon tout à fait à la one again Oui, ouais. et Ouais. qui met les professionnels dans des situations épouvantables. Oui. Épouvantables. Oui, Ouais. ils sont les premiers confrontés à ça. Dans du culturalisme, là. Ça, Vraiment, dans Oui, la absolument. représentation des complètement. préjugés, Ouais. C'est ça. en toute bonne foi. C'est très français, en plus. Oui, C'est-à-dire bien avec sûr. la Ouais. méconnaissance de la culture, Exactement, ça ouais. fait partie de Tout à la fait. culture française. Voilà. Exactement. Petite difficulté parce Ouais. que même moi, il y a une crise de conscience Ouais. Oui, ça veut de pas dire ça. que ça va être. Non, 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 Ouais. Camille, Oui. des recruteurs eux-mêmes Ouais. qui sont des professionnels de l'accompagnement social, Ouais. pour l'avoir entendu. Ouais. Moi, je suis pas allée plus loin que Ouais. ça, de me dire, bah, dans les personnes qui, de plus en plus, hein, Mm. on a plus au niveau des travailleurs sociaux que des personnes justement qui répondent à ces critères. Et que même lorsque ils se disent il va falloir sortir de là Mm. et ouvrir, c'est compliqué. Parce qu'il n'y a plus de personnes à recruter. Donc c'est juste un petit, voilà, ça c'est le concret, c'est Ouais. vraiment là maintenant ce qui se passe. Ouais. Mais parce que c'est là que justement Et c'est c'est très systémique compliqué. et parce que on installe dès l'adolescence dans les quartiers, enfin comment on crée aussi le métier d'éducateur existe parce qu'il existe dans l'imaginaire de personnes qui ont connu les éducateurs. À Neuilly, le métier d'éducateur, c'est quoi? Il y a pas, C'est peut-être enfin, pas. voilà, mais c'est vrai que quand on n'est pas confronté, bah, du coup, c'est une catégorie qui n'existe pas. Donc, on peut se projeter dans un imaginaire d'éducateur quand cet imaginaire existe. Et donc, on a comme ça quelque chose forcément qui se renouvelle. Voilà, et qui renouvelle des catégories sociales entre elles. Et Enfin, qui On n'est jamais éducateur par hasard. Hein. ben non. fait dire, moi c'est un éducateur, on me l'a dit, un éducateur. Il m'a dit, bah, le social, semi-grise. Je me ça. Je l'ai même pas, j'ai même pas que ça partie. Ouais. D'aller plus loin, mais c'est cette parole forte, je suis dit, mais qu'est-ce qu'il me répète là? C'était un éducateur Ouais. de la PJJ. Ouais. Mais ça J'avais me pas rencontré, du tout, ouais. mais ça, je l'entends aussi Ouais. ailleurs, hein, Ouais. dans les associations, ouais, sociales. Mais comme une Et façon ça, de changer de camp. et ça, Mm. voilà. Donc, je l'ai pris comme ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus dissocier les éducateurs du bain médiatique global. C'est que Je les sais pas catégories quoi. d'analyse de la réalité sont transmises par ces news, par tout ça. Ça fait un bain global dans lequel l'éducateur ne peut pas, duquel il peut pas s'extraire. Il est aussi baigné. Alors s'il n'a pas des outils pour s'en protéger, il rentre dedans. Il rentre dedans. Moi, je trouve que ce qui est très intéressant dans ce que tu décris. Alors, bon, c'est dommage, Dominique pouvait pas venir ce matin, mais on avait fait des groupes de parole, des groupes d'analyse de pratique, Oui, bien pardon, sûr. Ça- à Vitry, qui ont été arrêtés par la municipalité. Ah ouais? Mm. Pourquoi? Ben, parce que ça a soulevé des sujets qu'il ne fallait pas soulever. Dans la municipalité communiste, donc voilà, je veux voir qu'une seule tête, etc. Et que la diversité culturelle n'était pas quelque chose d'acceptable. Mais je crois que c'est très essentiel ce que tu as dit, c'est-à-dire d'articuler le départ quand même, une prise de conscience théorique Ouais. de ce que c'est l'anthropologie et de ce que ça mobilise, parce que sinon, la parole ne se libère pas dans les Ouais. groupes d'analyse de pratique. Il faut un premier Tout à choc. fait. Il faut un premier choc. Et ensuite, il faut que ce soit pris en charge par les groupes d'analyse de pratique. Les deux sont complémentaires. Mais si tu commences tout de suite par les groupes d'analyse de pratique
les échappatoires logiques sont trop Oui. accessibles pour éviter de parler Pour des pas se sujets mettre qui au fâchent. travail. Voilà, et pour pas se mettre au travail. Je crois il y a vraiment besoin d'un démarrage, d'une initiation un peu bousculante Ouais. pour qu'ensuite on accepte d'envisager les choses. Et alors, ceci étant, moi je partage tout à fait, et je pense que les membres fondateurs de Regard qui sont autour de la table le partageront aussi. L'interculturel est très loin de se limiter à l'exotisme, hein. Ah bah, c'est sûr. Très loin. Oui, Mais c'est non, mais je encore pense que tellement ce qui est c'est inscrit dans les... Oui, tout à fait. ouais, On va dire au Je revoir, vais, Marie-Laure. oui, juste dire merci beaucoup. 100%, ça va. Et que, actuellement, j'anime un groupe d'analyse de pratique pour un bénévole d'une association, un collectif Agir pour l'accueil de demandeurs d'asile à Aix. On a fait une Ah. formation. Et donc, ça me parle beaucoup Ah parce bah que là, ouais. je suis avec des bénévoles. Ouais. Et c'est en C'est fait aussi complexe. Voilà. Avec une formation qui a été. Parce que là, en Pour termes certains m'ont projection, demandé une formation, ils avaient eu des sous de formation de France. Donc, on a fait, mais le groupe d'analyse s'est étendu parce que c'était à la suite de la formation de dire il faut un groupe d'analyse de pratique. Ouais. Mais moi, je ne voulais pas le faire. J'avais dit trouver quelqu'un pour me ressolliciter. Alors bon, j'ai dit oui, qu'on est dedans, Ouais. c'est très intéressant. Ouais. Ça n'a absolument pas la rigueur des professionnels. Mais on est quand même, voilà. Donc on part Oui, avec c'est la verbalisation qui permet de prendre conscience. voilà. De partir trop de situations, surtout Ah, pas mais de tomber complètement vraiment, parce que là on est pour des choses. Mais tout à fait. bravo, merci. Et je vous envoie les Merci. 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 À bientôt, Marie-Laure. Oui, c'est parce qu'effectivement, je me rends bien compte, et ça, c'est quand j'ai une demande qui émerge dans une intervention interculturelle, euh, derrière, il y a cette question Exotiste. exotiste. C'est-à-dire Ah oui, que tout le à fait. problème de l'autre, c'est sa culture, donc on va travailler sur. Et justement, et très souvent, on y arrive, et quand on est sur des choses qui peuvent sembler du classico-classique, euh, la médiation interculturelle telle qu'elle est fantasmée, euh, en fait, on déconstruit aussi. Alors, non, moi, le modèle, les situations où on parle de gamine qui est suspectée d'être possédée. Là, ça, c'est aussi quelque chose que je trouve très, très intéressant. Ben, encore il y a quelques semaines, un mois, j'entendais comme ça un professionnel du domaine très ethnopsie dans la clinique ethnopsie traditionnelle et qui racontait une situation d'une gamine qui est suivie parce qu'elle est elle est très agitée, elle est dans des passages à l'acte très agressifs, hétéro-agressifs comme et que notamment, enfin au sein de la famille c'est très difficile et que par exemple, l'exemple qui est pris, c'est elle va dans le lit de sa mère, elle vit dans son, alors, c'est présenté au départ comme son père, puis dire son père, elle dit, ah, voilà, je dirais papa du lit, enfin, bon, elle est quelque chose comme ça. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure du travail d'hypnotisme, on compte, en fait, ce père n'est pas le père, c'est le beau-père. Et que, la mère était au pays, immigrée, et que, alors je ne me souviens plus exactement du pays, mais on est sur Afrique subsaharienne, plutôt Afrique, je crois que c'est, il me semble que c'était Congo, mais je suis absolument pas sûre, tu vois, de dire une bêtise. Afrique centrale. Ouais, en tout cas. C'est Ouais. une expression comme le terme en Afrique centrale. Ouais. Ben, là, il C'est y ça. a une donnée en plus, c'est que il se trouve qu'en fait, ce beau-père a été donc une guérisseur de la mère, qui, en fait, déjà elle, adolescente, avait des comportements, voilà, elle agitait le monde autour d'elle. Enfin, il y avait, et que du coup, il lui a été, ce monsieur a diagnostiqué à madame la présence, en fait, elle a une entité gênée avec elle, un peu tout le temps. Du coup, elle vit avec, et donc, au bout d'un moment, ce beau-père dit à l'équipe thérapeutique, du coup, en fait, je sais ce qui se passe avec ma fille. Euh, elle a pareil, en fait. Elle a pareil que sa mère, mais je peux pas la traiter maintenant parce qu'elle est trop jeune, si je prendrais des risques, et du coup, je dois attendre qu'elle grandisse. Et ça s'arrête. C'est-à-dire que tout le monde s'arrête là. Ah, on s'arrête. Voilà, on s'arrête. Ok. Il y a une explication culturelle, culturaliste à ça. Je me heurte à celle. Et là, moi, je suis là, mais
Alors, Raison. c'est pas possible, on a quand même, enfin, c'est comme c'est comme c'est comme en psychiatrie, en fait. Le délire veut dire quelque chose, mais de la même manière que la présence d'un génie, d'un esprit, la présence du monde invisible qui s'impose dans le monde visible, il vient dire quelque chose. Et quand il vient dire quelque chose, il dit quelque chose du monde social. Donc on peut pas s'arrêter. Enfin, autant cette mère à l'époque que cette petite fille, si on a un tel désordre parce que l'invisible se manifeste et qui force le passage, c'est parce qu'il y a un désordre quelque part et qu'on a quand même une gamine, c'est lui, celui que tout le monde appelle le père, mais qui en fait est le beau-père et qui était guérisseur de la mère. Enfin, et là, voilà, on laisse l'enfant et du coup l'enfant est en lié. C'est ça, le beau-père, la mère laisse faire. Ouais, du coup, voilà, le diagnostic est posé. Donc si installé, ça sent ça sent à plein nez. Dans ces La guérisseurs, l'abus même au Sénégal sexuel. maintenant, Mais les tellement. guérisseurs de charlatans, Mais oui, c'est sûr. ça Les vins mystiques, sent. ça finit par Ouais. des abus sexuels systématiquement. Oui. Voilà. En même temps, c'est mignon, il y a une limite. Elle est trop jeune. Elle est trop jeune. Ouais, bah, elle est trop jeune en même temps, elle le dire déjà. Donc je sais pas ce qui, enfin. Et moi, je suis en colère face à ça. Et voilà. Et c'est là que je me dis que même dans la façon dont sont traduits une psychiatrie, moi, c'est une honte, ça me révolte. Mais, C'est des prédateurs Non, mais sexuels. on a ça au quotidien, hein. mais oui, Au mais quotidien. c'est là qu'on Oui. oublie que C'est la première fois l'entreprise. que ça me rassure. Ah ouais, non, Pourtant, je suis psy, ouais. justement. On a C'est de, c'est une je m'excuse, on a de ouais. plus en plus ça maintenant Ouais. au Sénégal. Et Ouais. ça finit par être une situation horrible parce que je pense au cas d'une fille qui doit préparer un concours national de magistrature. Et son Ouais. père dit, je te mets en lien avec ton collègue Ouais. qui, en sachant, tu peux t'ouvrir l'esprit, te faire des choses pour que tu accèdes à Ouais. ton concours. Ça finit par devenir mystique. Et après, il y a un moment où la fille a pris quand même connaissance, et elle est tombée enceinte, donc elle a pu en parler à son père, et surtout. Et le mec a passé en vie. On a plein de prédateurs sexuels Ouais, mais ça... sans savoir, mais qui est orienté dans la Ouais. perversion. Ouais. Ouais. Ça, c'est Il détruit, la personne est possédée. une Ben, manière c'est d'installer l'emprise. l'emprise, c'est ça, c'est l'emprise. C'est une Oui. manière Oui, manipulation, mais c'est Mmh. déjà ouais. dangereux. Et mais du coup, c'est aussi, je pense que nous, d'un point de vue, quand on connaît comment fonctionnent ces structures-là, ce que veut dire une possession, ce que veut dire, pas forcément d'avoir voilà, pas forcément d'avoir une connaissance spécifique là sur le Congo, sur, là, ça m'est pas particulièrement utile. Par contre, le fait de savoir ce que signifie une position, d'avoir une compréhension des mécanismes, on peut se dire aussi que l'enfant, même, j'ai eu un cas aussi d'une enfant qui verbalise, la possession. C'est une façon de verbaliser une emprise, de verbaliser quelque chose où on ne s'appartient plus. Et ça peut tout à fait rentrer dans nos catégories et on se dit, bah, il y a quelque chose qui se dit là, mais on a tendance à trop déconnecter ce qui est d'un langage culturel du social et du culturel dans lequel on est présentement. Ça devient un truc hors sol, presque de la pensée magique et c'est là qu'est toute la place de l'anthropologie. Et je pense justement d'analyse de pratique en anthropologie, d'accompagner ça. Oui, mais Qu'est-ce que ça veut dire, ces sans nier non mécanismes-là? plus, Camille, ce que cette explication culturelle pour la personne elle-même Mais tout peut à fait. représenter comme ressource pour Mais lutter contre c'est le justement ça que traumatisme. je veux dire. Là, c'est de la manipulation. C'est justement ça On que a je ça veux aussi dire. Oui, dans les écrits. bien sûr, mais bien Ouais. sûr, oui, oui. Mais en même temps, Mais se oui, dire qu'on inscrit ça dans un schéma compréhensible et intelligible mais c'est permet justement ça que surtout. je veux dire, c'est que Mm. c'est D'ailleurs, on va permettre invoquer l'islam. avec, Ça, c'est la avec manipulation. l'anthropologie de pouvoir avoir cette capacité-là de passer, de comprendre comment on passe par l'invisible, de passer par l'invisible pour expliquer en C'est fait ce ça. qui est en train de passer. Donner du sens. Voilà, donner du sens et d'avoir, mais pas d'utiliser l'anthropologie pour justifier par une pensée magique Absolument. que des gens font des trucs, enfin, voilà, Oui, oui, d'une ça, violence. Et là, on oublie l'enfant. Enfin, Bien l'enfant sûr. était bien complètement sûr. oublié de Oui, oui. l'équation. Ça continue Je dans mes pense préoccupations. au cas qu'on a vu au tribunal pour enfants ici, hein, Mm. c'est une mère qui, excusez-moi le terme, qui manipulait le sexe de son jeune garçon, Ouais, soit disant qu'il a un micropénis, ouais, d'après elle, c'est son diagnostic. ouais. Et donc, le gamin, arrivé, je pense, pour de loisirs, a dit que maman ne m'a pas fait ce qu'elle me faisait. Mm. Ah, et après, la maman a dit, mais non,
il est impensable que j'abuse de mon fils. Mais oui. Moi, c'est pour son bien que je Mais le oui. fais, Mais oui. l'intégration sociale. Mm. Non, donc, du coup, c'est Thierry Barangi qui avait organisé donc une ordonnance. Mm. Mais quand on s'est investi dans l'affaire et en voyant en Afrique centrale, dans la communauté qu'elle invoque, est-ce que ça se faisait? Ouais. Ça se faisait pas du côté des hommes. Ouais. Ça serait fait qu'actuellement du côté des filles et la maman n'est pas partenaire, que tu vas gagner. Mm. Donc, finalement, on a dit qu'il y a une transgression. Ouais. Donc, sa lecture est une lecture de transgression, même si elle se base sur une interprétation extensive, Ouais, tout à fait. si on se fonde sur le Ouais. droit. Et donc, du coup, il y a transgression et donc, du coup, il y a abus sexuel. Ouais. Alors, oui, Ouais. transgression, non, il y a transgression de la règle, mais est-ce qu'il y a un abus sexuel au sens occidental du terme? C'est autre chose. Ça, c'est l'étiquette occidentale. Non, ça, c'est pas l'étiquette de peine. À partir du moment où, parce qu'elle se base sur la coutume, mais cette coutume n'existe pas. Oui, mais une Vis-à-vis des transgression garçons. locale. Transgression, ok. Donc, la transgression, elle est avérée. À partir Ouais. du moment où la coutume fait Ouais. partie du droit. Ouais. Donc, il y a violation de la règle. Ouais. Mais moi, peut- je on trouve ça peut- Mais il y a intéressant aussi parce que transgression, telle qu'elle que le la dit, loi. dans une optique thérapeutique, Oui. C'est ça. quasiment. Donc, du coup, Oui, mais ça, jusqu'où Oui, c'est ça ça. représente. Oui, jusqu'où mais ça, alors qu'est-ce que ça Oui, c'est représente ça. pour l'enfant? C'est ça. Qu'est-ce C'est que ça. ça représente pour le milieu environnant? Ça peut être très différent de ce que ça représente pour elle, et c'est peut-être là qu'il y a un travail à faire. Oui, mais sauf que ce Elle est qui peut-être est, objective, Une elle est peut-être, éducative, ouais. comment dire, sincèrement dans une optique thérapeutique, ce qui ne veut pas dire que ça fait, c'est pas oui, nuisible mais à elle l'enfant. ne peut pas être jugée On- partie. Elle ne peut pas diagnostiquer que son enfant, Oui. c'est celui-là. Et puis, Non, mais ça peut ne pas l'être. Et Qui puis, dit et qu'elle puis va, il me semble. qu'elle va donner des solutions. non, mais Donc, je comprends. les mamans nous donnent toujours l'explication quand elles font le massage un peu radical, violent, etc. Mais que l'enfant n'est pas fini. L'enfant n'est pas fini. Il faut le finir. Il arrive, il faut le finir et il faut lui donner envie de rester parmi les vivants. C'est quand même ce schéma-là qui prédomine dans la manipulation du bébé par la maman. Oui, mais Elle transgresse en l'occurrence, mais elle transgresse en étendant cette représentation au pénis de l'enfant. oui, mais alors là où je te rejoins, enfin, je pense que et c'est là qu'on on est tous pris dans quelque chose qui est très difficile à penser et à situer. Mais il y a, c'est-à-dire qu'un système, il fonctionne parce que justement, il est pris dans un système. C'est-à-dire que l'acte d'une mère, il a un sens dans un contexte, il en a un autre dans un autre. Déjà, enfin, on fabrique on fabrique un enfant, oui, mais généralement, ces actes ne comprennent pas. Surtout chez les jeunes garçons, ne comprennent pas tout de suite le fait de façonner un sexe masculin parce que le masculin, il se construit bien plus tard. Donc on n'agit pas là-dessus. Le masculin, on fait devenir un garçon plus tard parce que c'est pas naturel quelque part d'être un garçon. Mais mais là, et le côté de la mère qui met du sens, peut-être effectivement authentiquement, et là aussi, je pense que c'est peut-être pas la bonne manière de poser la question, c'est-à-dire qu'authentiquement, elle veut vraiment agir, mais même une mère occidentale, qui est dans un passage à l'acte incestueux, elle peut y donner tout à fait une explication médicale. Enfin, on a énormément justement d'actes soi-disant médicaux portés par des mères qui sont complètement incestueux, où il y a une confusion des places, une transgression des corps ou de l'intime, et que ça, et que du coup, ça reste de l'ordre de la transgression et d'une transgression Mais ce qu'il y a, c'est que quand tu parles de confusion des places, quand tu parles de transgression, c'est pas la même chose que l'abus sexuel. Alors ça, justement, dans la considération aujourd'hui de ce qui est l'inceste, justement, l'inceste et l'incestueux, c'est là que l'incestueux est d'autant plus difficile à traiter, c'est que l'incestueux se situe dans des gestes où on n'est pas dans il y a pas forcément de passage à l'acte dessus, mais il y a eu l'installation dans lequel on a une transgression d'ordre sexuel parce il y a une confusion dans les places de chacun, une confusion dans les corps. Et je crois qu'il faut rester anthropologique et pas moral. Alors moi, je pense pas je pense pas être dans la morale. Je pense qu'on est vraiment et que justement c'est là que l'inceste est anthropologique. L'inceste est anthropologique parce que là, on est dans la façon dont une société pense, la structuration de la famille, des places de chacun, dans à un moment donné des modalités où justement
euh, ces places sont rendues, comment on dit, indifférenciables, de manière à maintenir justement une emprise. Mhm. Et là, on est dans l'anthropologie, on n'est pas dans le moral. Non, mais tout à fait. Ça s'applique, et ça s'applique dans ce Je système-là. crains aussi que dans nos analyses anthropologiques, il y ait des dérives culturalistes. On n'est pas à l'abri, hein. Moi, je suis Donc, convaincue des qu'on dérives n'est pas du tout à culturelles l'abri très de ça. fortes, c'est-à-dire que on va consommer tout ce qui nous dit, à partir du moment où je dis c'est notre culture, on va valider cela. J'ai Non, jamais dit ça. Hein. non, j'ai pas dit tu l'as dit. Quand même. Non, c'est pas que ça peut m'arriver. Ouais, Parce que, en instruction, on apprend toujours. ouais, Voilà. ouais, tout Donc, à il y a une humilité quand même. On ne vient pas tout en disant je sais tout. Non. ouais. On apprend, on observe, on réfléchit, on se remet en cause. En cela, l'entreprise Ouais. accompagnement. Mais ce qui est certain, c'est que dans l'organisation sociale, il y a le positionnement des personnes et le rôle des gens. Lorsque moi, je ne suis pas dans, j'exerce des missions qui ne sont pas miennes, ça peut créer des problèmes. Donc, du coup, le problème du jeune dont je parlais, chez nous, euh, ce terme, lorsque les gens sont dans l'initiation, c'est la circoncision et tout ça, il y a une personne neutre, un animateur qui anime Généralement, le c'est groupe. jamais la mère, d'ailleurs. Et c'est jamais la mère, le père, ni la famille. Ça, c'est donc. Et de deux, tout ce qui est partie intime, excusez-moi, c'est pas une autre personne qui touche, c'est la personne elle-même à qui on va dire, que monsieur, on va dire, faites comme ça ou faites comme ci. Donc, la personne est laissée se gérer lui-même, elle-même du moins. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc, à partir du moment où il y a une immission du père ou de la mère dans la zone, cette personne n'est pas dans son rôle. Et Oui, donc, ça, voilà. Et donc, c'est ça qui explique aussi que la décision qu'on avait rendue. Parce qu'en fait, je pense qu'en toute chose, lorsqu'on fait en tout cas, en ce qui me concerne, l'anthropologie m'a beaucoup apporté et je remercie Etienne Leroy. J'étais un juriste classique, borné, mais en même temps, le droit aussi m'apporte. Parce qu'à un moment, il faut quand j'analyse les aspects anthropologiques, que je vois elle est où la règle. Eh bien oui, sinon je dérape. Je dérape, je peux légitimer partout par ma culture. Et on a des gens qui, je m'excuse, hein, dans l'étude des, des demandeurs d'asile, il y a des récits qui valent ce qu'ils valent. Pourtant, les obtiennent le statut. Mais je connais beaucoup de personnes qui domicilient ça, oui, ça fait partie de l'étude. C'est faux. non mais Ibrahim, C'est je suis l'intérêt du moment qui là-dessus, justifie ces récits. on est tous d'accord, Ibrahim. Voilà. La seule chose que je voudrais dire, c'est que notre droit est aussi très relatif parce que pour intégrer la circoncision dans les mutilations sexuelles, on a un tollé général, personne ne veut le mettre en œuvre. Alors que nous avons chaque année un tas d'accidents de rupture du pénis avec des circoncisions qui sont mal faites. Et ça, on n'y arrive pas. Donc, la notion de droit, il faut aussi la replacer dans le temps, parce que j'espère qu'un jour on arrivera à ce que ce soit reconnu comme une mutilation sexuelle, mais pour l'instant, ça n'en prend pas du tout le chemin. Mais absolument pas. Au contraire. Bien au contraire. C'est même remboursé par la sécurité sociale. Oui, À Vitry, la clinique Pasteur a eu une épidémie de phimosis qui permettait de faire des circoncisions médicales, donc sans danger, remboursées par la sécurité sociale. mais l'hôpital privé de la Seine-Saint-Denis, autrefois clinique oui, de Blanc-Ménil, Oui. était le plus grand établissement de chirurgie pédiatrique du 93, voire de l'Île-de-France, voire de France, du fait des circoncisions. Ouais, la clinique Pasteur faisait plein de circoncisions. On a eu une épidémie de phimosis. Donc, tu vois, il y a ces questions-là aussi. Là où, sur une santé, voilà, qui qui encourage aussi, etc. Bien sûr. Mais ouais. Il y a une époque où c'était la mode, Voilà. mais dans les années 60, c'était VIH, hygiéniste. ça protège le VIH, oui. Non, mais dans les années 60, c'était hygiéniste. C'était Et, très américain. et en fait, moi, je me positionne sur autre chose. On n'est pas sur une même longueur d'onde. Non, mais Bien tout sûr. à fait. Non, mais C'est ça, c'est d'un. Et d'autre part, quand l'institution agit, souvent c'est de bonne foi, avec une culture ou une connaissance, mais l'idée c'est de protéger l'enfant. c'est ça. De certaines l'éducation sexuelle féminine en Afrique, au Sénégal, c'est catastrophique. Des gens ont organisé tout un ensemble de théories pour valider cela. Alors ça n'existe même pas en islam, alors qu'ils vont dire que c'était des pratiques anti-islamiques culturelles qui sont validées. Les hommes ne sont même pas demandeurs. Moi, j'ai pas été
je m'excuse, j'ai pas été en vacances. Quand ma fille était petite, j'ai jamais voulu y aller. Parce qu'on peut l'utiliser à mon absence, sans mon consentement, sans celui Oui. une tierce personne peut décider cela du corps d'une personne. Et donc, voilà les dérives. Mais c'est là qu'on voit que c'est social, Non, maintenant. non, non, C'est là que c'est social et que c'est mais une c'est norme pas sociétal. sociale. Si, pratique une norme Non, sociale, là, voilà, ouais, c'est là elle qu'il est est partagé. interdite dans certains pays. Pardon? oui, Dans le droit interdit, Ah, mais dans bien sûr, certains je l'ai interdit, mais voilà. il y a toujours, Oui, il y a toujours, mais la pratique est tellement, c'est interdit. Et tu vois, dès qu'on parle de mutilation sexuelle, le ton chauffe. Là où je voulais revenir sur l'exemple justement de cette maman et sur la posture morale, je pense que il y aurait posture morale si dans le discours du coup on se disait bah du coup c'est une mère, on est face à une mauvaise mère qui fait des trucs insupportables avec Tout son à fait. enfant. Et je pense que là aussi on est justement dans une problématique parce qu'on n'utilise pas l'anthropologie pour repenser ça. C'est-à-dire que effectivement il y a transgression, mais après, il faut comprendre aussi la transgression et comment un système de transgression de cet ordre-là ne s'installe pas juste comme ça parce qu'on a une maman qui déconne. Ça n'existe pas. Et qu'effectivement, si suivant l'histoire de cette maman et si elle se retrouve seule en France avec ses enfants et qu'elle n'a pas, bah, il y a aussi un contexte dans lequel bah, il y a un système qui fait sens dans un contexte quand justement bah, peut-être que l'acte de transformer le sexe du garçon là, je projette, hein, mais enfin, mettons qu'on est dans une société où c'est une tradition qui se fait par des hommes, qui se fait à l'extérieur de la famille à un certain âge, et où en fait il y a toute une structure qui tient ça. En migration, la structure se rompt, et potentiellement on a une mère seule qui fait face à des conditions sociales extrêmement dures, potentiellement psychologiques aussi extrêmement difficiles, qui doit tout recomposer dans un monde extérieur qui peut-être fait violence parce que justement elle y comprend, voilà, elle a pas les codes de tout, et du coup elle fonctionnait forcément en huis clos avec son enfant. Et le fonctionnement en huis clos, et c'est là que je trouve que justement la clinique et l'anthropologie doivent vraiment penser ensemble un mécanisme, c'est-à-dire comment un contexte impacte le psychisme et que une mère, voilà, une mère incestueuse une mère incestuelle, comme on est sur un phénomène social qui se comprend dans un certain contexte, où le pathologique et le social ne peuvent que et ne doivent que se penser ensemble. La rupture, effectivement, du contexte éducatif, du cadre de... Donc, c'est ça de dire que d'un côté, bah, il y a pas de violence parce qu'en fait, elle est dans un schéma culturel qu'elle pense être culturel. En fait, il y a quand même de la violence et il y a de la violence pour elle. Enfin, elle est dans un cadre où elle installe un rapport incestueux avec son enfant qu'elle ne peut pas nommer et que justement tant qu'on ne nomme pas, ça n'existe pas. Mais ça s'explique par un contexte social qui favorise ça, qui laisse une mère seule et seule à gérer tout aspect et enfin voilà. C'est là que je veux Tout à resituer. fait. C'est tout le propos justement de l'association dont je parlais tout à l'heure, l'anthropologie médicale appliquée au développement et à la santé, Voilà, oui. la MADES. Et donc c'était vraiment le thème principal et l'agenda principal de l'association. Arriver à Ouais. combiner la clinique et l'anthropologie. et connaissance anthropologique Ouais. apaise énormément, Ouais. associée à la clinique. Et pour de pratique, Ouais. je pense, Oui. très sincèrement. Oui, Ça oui, ne moi peut qu'apaiser. la clinique Parce est que ça décentre doublement, Mm, mais doublement. mm. Tu vois. Et je pense qu'il y a un enjeu à Et ne pas le fabriquer pouvoir, du monstre, comme on a fabriqué Oui. à ne pas fabriquer du monstre. Et que c'est un véritable enjeu. Et je pense que, voilà, cette démarche, elle se si, voilà, de remettre l'humain justement, dans tout ce qu'il est, et du coup, ce dans quoi on prend part, enfin, comment les professionnels aussi peuvent nourrir un système d'une manière ou d'une autre, c'est la place qu'ils ont là-dedans parce que, euh, une famille, elle vient pas de nulle part et elle vient pas comme ça, pouf, posée dans un monde dehors. Oui, mais c'est aussi arriver à une distance par rapport à sa propre normativité et à sa normativité institutionnelle. À l'exclusion sociale de la normalité, parce que C'est pas possible. et aujourd'hui n'est pas ce que c'était il y a 10 ans. Bien sûr. Et compagnie, enfin, Oui. Et ça peut se jouer les même gens dans vont avoir des éducateurs qui ont 60 ans aujourd'hui, parce que même acte, ils le vivront pas de la même manière que des éducateurs d'aujourd'hui, où il y aura un rapport. est-ce qu'ils écoutent assez les enfants? Est-ce qu'ils n'ont pas des méthodes d'école? Ah ben, ça, C'est un peu le problème, parce Ouais. que finalement,
J'avais une étude sur les majeurs dans les hébergements, donc on parlait des professionnels. Ils faisaient des focus group entre les professionnels et ils ont fait un focus group entre les professionnels. Ils ont fait un focus group avec les adolescents. Et puis finalement, au résultat, ils les ont mis il y avait 14 professionnels pour 3 adolescents. Donc, comment fais-tu que ces adolescents se positionnent vis-à-vis des professionnels qui arrivent déjà à une barrière devant eux? Je veux dire, Mais c'est tout à fait, c'est les groupes d'analyse en ethnopsychiatrie où on a 2 personnes avec tout un aréopage autour qui est épouvantablement intimidant. Voilà, qui peut être, s'il est suffisamment souple, finalement contenant, mais qui peut être épouvantable. Oui, Les non, trucs, j'ai eu des choses moi, qui étaient ça. de la J'ai vu maltraitance. les deux types de. Tout à J'ai fait. vu de la maltraitance dans des lieux très réputés. Oui, Attendez, il y a ma soeur qui vient me chercher. Ah, Je suis là, j'arrive. Tu enregistres toujours? Hein? Tu enregistres toujours? Oui, Peut-être bah, que je sais là, pas, on a... Bah, ouais, c'est vrai que moi j'avais noté 10h midi. Oui, bah, J'ai c'est jamais ça, dit, bah, bah voilà. Mais très bien. j'ai un Ok. c'est, Bah, merci beaucoup. merci. Merci. Merci beaucoup. Camille, oui, est-ce que dans tes analyses de traitement, tu pourrais avoir un GR, c'est-à-dire moi? Bah, je peux demander ça à la Voilà, PJJ. parce que ça m'intéresserait beaucoup de Ouais. proposer ça à l'ASE. On en est très très loin.